Les doulas, on les connaît communément comme les femmes qui aident les parents à mettre au monde un enfant. Si on accompagne le premier souffle, on accompagne le dernier. Voilà. Et elle est morte dans les bras de ma mère, dans d'atroces souffrances. Et ça, je ne m'en suis pas rendu compte à 7 ans, mais ça a impacté toute la famille. Nommer la personne qui est partie, c'est lui donner son identité. Et pourtant, c'est ce qui génère le plus de chagrin. Et le deuil n'a pas d'horloge, n'a pas de timing, n'a pas de calendrier. C'est un peu comme un caillou qu'on envoie dans une eau stagnante. Ça fait des ondes de choc. Il vit comme s'il n'allait jamais mourir, et il finit par mourir comme s'il n'avait jamais vécu. Je pense que quand on a compris ça, tout est dit, quoi. Très très heureux d'accueillir Nathalie qui est installée sur les canapés, qui est venue d'ailleurs avec des petites figurines que je vous présenterai dans une story un peu plus tard. Merci d'être avec nous. Bonjour Nathalie. Bonjour Marc. Merci d'être là parce que nous allons parler évidemment d'un sujet d'abord qui nous touche tous, de près ou de loin, oui. Tôt ou tard, oui. Évidemment, c'est le deuil. C'est ça. Le deuil, et vous en avez fait... Alors c'est assez étonnant de se dire qu'on en fait une spécialité. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça ? Oui, on peut dire ça comme ça, une activité, une spécialité. Une spécialité, une approche du deuil dont vous avez fait presque une méthodologie, un accompagnement spécifique ? Exactement, ça s'appelle SENS, ça s'appelle soutenir les personnes endeuillées, soutenir les endeuillés, nourrir la solidarité. Voilà. Alors évidemment, la question qu'on peut se poser, c'est d'abord de savoir comment est-ce que vous en arrivez à mettre en place cet accompagnement, le pourquoi de cet accompagnement, et la légitimité, si tant est qu'on puisse parler et associer le mot légitimité et deuil. Et je trouve que c'est assez délicat, évidemment, de parler de cette manière-là. Et pourtant, le deuil, évidemment, vous a touché de près. Oui, de très près, mais je ne m'en suis pas rendu compte au moment où j'ai été touchée. En fait, moi, je viens de La Réunion, j'ai vécu à La Réunion pendant 19 ans, et à l'âge de 7 ans, ma mère a perdu une petite sœur, mais dans des circonstances tragiques. Elle est morte visiblement d'une septicémie foudroyante, puisqu'à l'époque, on cautérisait les nombrils avec une pince. Et ça a fait une septicémie. Et elle est morte dans les bras de ma mère, dans d'atroces souffrances. Et ça, je ne m'en suis pas rendu compte à 7 ans, mais ça a impacté toute la famille. Et c'était votre petite sœur ? Oui, c'était ma petite sœur. Oui. Mais vous n'en êtes pas rendu compte, mais vous vous êtes rendu compte de son absence. Je ne me suis pas rendu compte de l'impact que ça avait produit. Des impacts, je voulais dire. Voilà. Et je me suis rendu compte après coup, beaucoup plus tard, que moi, petite fille de mes parents, je m'adaptais pour essayer d'être là, présente pour eux, pour les soutenir, pour leur donner quelque part l'amour qu'ils n'arrivaient plus à nous donner, enfin j'ai parlé de moi, à me donner. Et j'ai vécu en fait dans une espèce d'adaptation, dans un déséquilibre, en cherchant l'équilibre non-stop, et en étant là à anticiper les besoins, mais limite à les entendre. C'est-à-dire que je voyais quand ma mère avait les yeux qui étaient un peu fermée et avec les yeux un peu vers le haut. Je savais qu'elle était dans son monde, avec ses peines. Ça me fait des frissons rien que le fait d'en parler. Et du coup, j'avais l'approche qui était là pour lui montrer que je l'aimais, alors que ça aurait été l'inverse. Mais il n'y a pas de justesse ou pas de justesse, on fait ce qu'on peut, quoi. Voilà. Et on va voir comment est-ce que vous accompagnez. Il y a une phrase qui, dans votre fiche de production que j'ai dans les mains, qui m'étonne. Vous dites « Je suis la seule fille d'une fratrie de 4 enfants ». Oui. Étonnant. Ça m'étonne aussi, mais par rapport à l'histoire que je viens de vous raconter, aujourd'hui, ça a du sens. Voilà. Alors, à chaque fois qu'on m'a demandé combien vous étiez dans la famille, je compte encore. À chaque fois, je compte. Il y a mon frère en premier, moi après, mon frère qui arrive après, ma petite sœur qui est décédée, un autre enfant et un autre enfant. Donc, je compte. Donc, la seule fille d'une fratrie de 3 garçons, 2 filles. Mais comme ma petite sœur, elle est partie, pour moi, je suis la seule fille qui reste, en fait. Voilà. D'accord. Mais en tout cas, vous donnez le nombre exact, si je puis dire, en y intégrant votre sœur. Absolument. Oui, c'est ça. Oui. Est-ce que ça, dans un processus de deuil, comme on dit, c'est important de le faire ? Je pense que c'est important, parce que pour moi, c'est important de garder la mémoire, les souvenirs, la trace, la réalité de quelqu'un qui a existé, même s'il n'est plus là. Il a été là, il a fait partie de notre parcours, il a fait partie de notre vie, même si ça a été très très court, même si c'est une maman qui attend un enfant et auquel elle n'a pas donné naissance, on peut lui donner un prénom. Voilà. Pour moi, c'est important, mais dans le processus que j'ai mis en place et les accompagnements que j'ai mis en place, de vraiment nommer les personnes qui sont parties. Et d'ailleurs, ces personnes qui sont parties, et quel que soit l'âge et même in utero,
ils font partie de la famille. C'est ce que je dis, voilà. Et on leur donne un prénom et ils font partie d'un... Ouais. Ils sont sur le livret de famille aussi, même évidemment très très jeunes. Alors, on se dit qu'effectivement, ce drame que vous vivez dans la famille et cette espèce de responsabilité qui, d'un seul coup, que vous essayez de porter pour essayer d'améliorer un peu le quotidien et apaiser la tristesse et la douleur de votre famille, il n'y a que vous qui endossez cette responsabilité-là ? Non, mes frères l'ont endossé aussi à leur niveau. Mais on n'en a pas beaucoup parlé parce qu'en fait, ce drame a mis une chape de silence sur la famille. Et chacun, comme je vous dis, s'est adapté un peu comme il pouvait, mais s'est adapté de manière dysfonctionnelle. Est-ce que la première leçon du fameux, et j'aime pas cette phrase, mais faire son deuil, c'est d'éviter d'être sur cette chape de plomb du silence ? Je pense que vous avez raison de ne pas aimer cette phrase, parce que pour moi, on ne fait pas son deuil. On ne fait pas son deuil. Voilà, comme je dis, tant que la personne qui est partie ne revient pas, on ne fait pas son deuil, en fait. On va le traverser, on va s'adapter, on va essayer de vivre du mieux qu'on peut avec l'absence. Et cette absence-là, au début, elle va laisser un grand vide. Et ensuite, on va intégrer cette absence et ça va laisser quelque chose d'un peu plus plein. Donc, on va continuer avec. Pour moi, on ne fait pas son deuil. Et c'est important, en fait, de cibler que la première étape, c'est juste de conscientiser. Quelque part, d'accepter que la situation, elle est celle qu'elle est et qu'on ne peut plus la changer. De toute façon, on n'a pas le choix. Non, on n'a pas le choix. Mais on a des personnes qui, lorsqu'elles vivent un drame, quel qu'il soit, ne sont tellement pas prêts à le réaliser, à l'affronter, qu'ils se racontent une histoire. C'est le fameux déni. Mais bienvenue le déni, de nous protéger, parce que s'il ne nous protégeait pas au moment où on est en train de vivre la situation, on pourrait mourir avec, quoi. Mais ça veut dire que, oui, mais alors si vous êtes dans ce déni-là, vous dites bienvenue le déni, ça veut dire qu'il n'y a jamais d'apaisement ? Si, mais le déni, il est temporaire. Il est là au début pour vous aider à affronter la situation petit à petit, touche par touche. Parce que une maman qui vient, je prends l'exemple de ma maman, quand elle venait de perdre sa petite fille, elle a décapsulé. Voilà. Pour elle, son monde s'est arrêté, mais c'est normal. Bien sûr. Ce déni-là, il a duré longtemps, parce qu'elle ne pouvait pas accepter d'avoir perdu sa petite fille, qui est morte en plus dans ses bras. On est une mère, c'est un peu comme si, quelque part, elle ne l'avait pas protégée. Donc, un peu comme si elle l'avait tuée. Et ce déni lui a permis longtemps après, parce qu'elle est encore vivante, ma mère aujourd'hui, elle a 84 ans, et on peut parler de ma petite sœur aujourd'hui avec plus de légèreté, et elle peut parler des souvenirs qu'elle a vraiment vécu avec, et celles qu'elle a dessinées dans son parcours de maman qui a continué. Ce déni, pour moi, il est super important, parce que ça permet justement de prendre un temps de respiration là où on est asphyxié, et d'avoir le temps de se dire, ok, elle est plus là, je peux plus rien faire, mais comment j'avance maintenant, quoi. Votre maman, on peut se poser la question, comment a-t-elle avancé ensuite ? Compliqué, très très compliqué. Ma mère a eu des traitements parce que au moment où ce drame est arrivé, elle a été hospitalisée à plusieurs reprises. À cause de ça ? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui. Elle a fait des tentatives de suicide parce que ça vient quand même vous amener beaucoup de... Alors ma mère, elle a été guidée par un sentiment de culpabilité de ne pas avoir pu sauver cet enfant. Et la culpabilité aussi de se dire que elle en avait d'autres à éduquer, à soigner, à aimer. Et elle a fait ce qu'elle pouvait, quoi. Voilà. Non, ça a été très très compliqué. Et moi, je suis de retour à La Réunion depuis 2 ans maintenant, mais je rentrais à La Réunion tous les ans. Et ce qui est vraiment très très drôle, mais pas à la fois, mais je trouve que c'est magique, c'est que le fait de réussir aujourd'hui à ouvrir en fait les verrous, elle est plus apaisée et elle en parle maintenant avec le sourire. Mais il a fallu attendre maintenant, quoi, pour pouvoir déverrouiller ce traumatisme qui n'a jamais eu de l'espace pour exprimer en fait les émotions. Il y a des liens que l'on ne voit pas. Il y a des héritages que l'on porte sans le savoir. Et donc, des blocages qui depuis des générations décident à notre place. Cette année, on va changer ça. Un phénomène a traversé la France, la Belgique, le Canada, la Réunion. Ce sont les constellations intégrales. C'est un format unique en France. Le matin, vous remontez à la source, aux mémoires familiales, ces influences invisibles qui façonnent votre vie. Et l'après-midi, vous passez à l'action sur le thème de l'argent, la réussite, la reconnaissance et l'abondance. Aux commandes, 2 femmes d'exception, mère et fille, expertes quantiques, Myriam Facio,
pionnière des constellations intégrales, et Chanaëlle Munier, praticienne en transfert quantique. Les constellations intégrales niveau 2, la tournée événement signée ABC Talk, ce n'est pas une conférence, c'est une transformation. Les places sont limitées, alors réservez maintenant abctalk.fr. Revenons un instant sur la phase de déni. La phase de déni, vous dites qu'elle est nécessaire. Oui. On l'entend effectivement souvent et on parle des différentes phases d'acceptation ensuite. Oui. Mais cette phase de déni-là, quand certaines personnes en parlent, même parfois des thérapeutes, des accompagnants de vie et autres, disent qu'elle doit être, pas fugace, mais en tout cas qu'elle doit être limitée dans le temps. Vous êtes d'accord avec ça ? Alors, moi, je dirais que chacun suit en fait son processus comme il peut. C'est sûr. Et le deuil n'a pas d'horloge, n'a pas de timing, n'a pas de calendrier. Et dans les accompagnements que je fais, on peut guider quelqu'un à observer mieux la situation, pas de manière frontale, pas lui dire bah, écoute, là, ton enfant est mort. Et si lui, pour le moment, il est dans le déni, on ne va pas lui dire il est mort. C'est l'accompagner. À vraiment réaliser, conscientiser que oui, il ne reviendra plus. Maintenant, comment on fait pour mettre des rituels en place, pour honorer sa mémoire, pour vraiment acter que la personne soit avec son enfant, qui ne sera plus là dans son univers. Et ça, c'est votre méthode ? Oui, absolument. Donc ça veut dire que... Une parmi tant d'autres. Alors, une parmi tant d'autres, oui. Bien sûr. On va essayer de la décrire, cette méthode d'accompagnement, parce que la première question, quand on est et sans être thérapeute ou coach ou autre accompagnant de vie, la première question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on peut dire ? Qu'est-ce qu'on peut... Il y a des tas de gens qui même disparaissent de l'entourage de ceux qui ont perdu et qui sont dans le deuil, qui ont perdu quelqu'un, parce qu'on est complètement désemparé, on ne sait pas trouver les mots, on ne sait pas comment réagir, on ne sait pas quoi faire, et il y a des discussions qui arrivent des années après en disant « je suis désolé, je n'ai pas été là et je ne savais pas comment réagir ». Donc il y a évidemment, dans votre accompagnement, l'accompagnement pour les personnes endeuillées et aussi l'entourage. Comme je dis, quand on vit un deuil, c'est un peu comme un caillou qu'on envoie dans une eau stagnante, ça fait des ondes de choc. C'est sûr. Donc le deuil, il n'y a pas que la personne qui est en train de la traverser, qui est percutée par elle, par lui. C'est toute la sphère autour, mais c'est toute la société en fait qui est impactée par le deuil. Comment vous avez structuré votre méthode d'accompagnement ? C'est venu un peu, je vais dire, logiquement. En fait, je viens d'un parcours d'accompagnement de plus de 25 ans, des tout-petits aux personnes âgées. Donc, dans ce parcours-là, comme je vous disais au début, avec le fait de m'être adaptée sur l'accompagnement, pas l'accompagnement, c'est le lapsus, de mes parents, d'être devenue limite le parent de mes parents, ces espèces d'écoute des personnes qui étaient en souffrance, ça s'est en fait développé en moi, malgré moi. Et comme je dis, souvent, dans mon entourage, quand ils ont une problématique, ils viennent vers moi. Bon, après, à un moment donné, il faut savoir dire stop. Bien sûr. Parce que il faut aussi vous préserver. Exactement. Bien sûr. J'ai un cursus, j'ai une jauge, et aujourd'hui, j'arrive à mettre les limites. Voilà. On parlait de quoi ? De la structure et de la manière dont vous avez structuré donc cet accompagnement spécifique que donc, vous avez appelé Sens. Sens, voilà. Donc c'est soutenir les endeuillés, nourrir la solidarité. Parce que pour moi, un deuil, il ne peut pas se traverser seul, tout comme aucun être humain ne peut vivre seul. On a besoin de quelqu'un, et comme vous disiez tout à l'heure, c'est difficile de trouver les mots pour dire à quelqu'un qui vient de perdre quelqu'un, pour l'accompagner, le soutenir. Mais vous savez, Marc, parfois, ne rien dire, c'est déjà accompagner. Parce qu'on a le sentiment qu'il faut toujours mettre du plein. On a quelqu'un qui est en train de pleurer, on va le toucher, on va lui dire « Non, mais pleure pas ». Mais si, il pleure. Et à la limite, on peut rester assis à côté de lui et attendre qu'il ait fini de pleurer. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un pleurer jusqu'à la fin de sa vie. Il va pleurer au moment où il va avoir exprimé, libéré ses émotions par les pleurs. Il va pouvoir se reconnecter à vous et peut-être vous dire merci de m'avoir écouté. Mais donc la présence, déjà. C'est essentiel, voilà. La présence. Oui, moi j'ai structuré déjà cet accompagnement par le lien, par l'écoute, par la présence, par le soutien. Donc au début, c'est le soutien de la personne endeuillée elle-même, ensuite le soutien des personnes qui accompagnent cette personne endeuillée, et après j'ai un champ plus large qui va vers les entreprises, vers les institutions. Donc voilà. Alors, essayez de nous décrire effectivement cette méthode Sens, concrètement, dans les différentes phases. Vous avez parlé tout à l'heure, et c'est
un mot qui est important aussi sur ABC, c'est rituel. Oui. Qu'est-ce que vous mettez en place ? Alors, moi, je viens à La Réunion, on a plusieurs religions. Donc, ça peut être un rituel pour les Malbars, comme on dit, les hindous, ou un rituel pour les chrétiens, les catholiques que moi je suis, ou des rituels pour les musulmans, etc. Donc, je vais parler de moi, par exemple. Quand j'ai, par exemple, quelqu'un qui croit en Dieu, en Jésus, qui vient et qui a perdu un être cher et qui est dans le déni, donc la première chose, ça va être de l'amener à faire un rituel pour justement nommer qui l'a perdu, parce que souvent on ne nomme même plus les gens qu'on a perdus. Les gens qui sont autour vont dire alors comment tu vas et oui alors comment ça va ta maman, etc. Et on ne va pas nommer la personne qui est partie. Alors que nommer la personne qui est partie, c'est lui donner son identité. Et pourtant, c'est ce qui génère le plus de chagrin. Absolument. Que de nommer. Hein. Absolument. Mais c'est contre-productif. Mais nommer, c'est déjà accepter. Et c'est déjà garder le lien d'amour. Je ne sais pas, vous vous appelez Marc, je ne vais pas vous appeler, oui, mais alors comment tu vas ? C'est Marc. Bien voilà. sûr, bien sûr. Et le nommer, ça donne une identité. Donc, nommer la personne qui est partie. Ensuite, le rituel, ça peut être tout bête, faire un petit autel quelque part, c'est la personne qui le choisit, mettre un petit mot, allumer une bougie et dire un mot. Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'est-ce que tu n'as pas pu dire à la personne qui est partie ? Qu'est-ce que tu voudrais lui dire ? Parce que souvent, on engramme des culpabilités. On engramme des choses qu'on n'a pas pu faire, dire. Et l'être humain, quand il a perdu quelque chose qu'il ne voulait pas perdre ou quelqu'un, il va être dans la culpabilité du passé, là, de se dire « et si j'avais, j'ai pas fait ça, mais si j'avais fait ça, etc. » Et il va être dans la peur du futur en se disant « mais je vais pas y arriver, comment est-ce que je vais faire ?» Donc la première chose, c'est un rituel pour mettre en place, libérer quelque chose qu'il aurait envie de dire, ou quelque chose qu'il n'a pas dit, etc. Et ensuite, on part sur la libération émotionnelle. Donc souvent, c'est les émotions qui n'ont pas été libérées, elles sont engrammées dans le corps. Ça, on le sait aujourd'hui. Donc, aller chercher où est-ce que la tension, elle est dans le corps. Et souvent, c'est le ventre, la poitrine, le cœur et la gorge. Donc, le ventre, ça sert tout parce qu'on n'a pas digéré. La poitrine, parce qu'on n'arrive plus à respirer et que c'est complètement serré. Le cœur, parce qu'on a le cœur brisé. Et il y a des études qui montrent vraiment que quand on perd quelqu'un, il y a un syndrome qui s'appelle le Takotsubo. Je ne sais pas trop comment dire ça. Je ne sais pas le dire comme il faut. Mais il y a vraiment un impact sur le cœur qui fait comme des mini-infarctus. Oui, voilà. Et ce n'est pas nécessairement que pour les phases de deuil. Hein. Absolument. Ça peut être une séparation. Tous les chocs. Tous les chocs. Et c'est pour ça que je voudrais préciser que quand je parle de deuil, c'est toutes les pertes qui vont venir impacter notre chemin. Ce n'est pas que la perte d'un être cher. Donc je continuais et ma quatrième, c'est la gorge. Communication. Voilà. Et quand on arrive à exprimer ce qui a été réprimé et qu'on arrive à le libérer, mais ça donne un sentiment de liberté. Alors, si on prend une dimension, moi ce que j'appelle la dimension spirituelle plus, voire ésotérique, et vous avez dit quelque chose juste avant, vous dites peut-être qu'on peut mettre en place un petit hôtel à la maison, etc., etc. C'est assez controversé ça. Tout le monde n'est pas d'accord sur ça. Beaucoup de médiums, par exemple, et autres thérapeutes même vont vous dire c'est une manière de le garder, c'est une manière de lui empêcher une certaine évolution, c'est une manière de ne pas le laisser aller suffisamment dans la lumière. Oui, alors du haut de mon expérience, et ça c'est mon expérience avec les personnes avec lesquelles je travaille, encore une fois, quand je parle du déni, c'est un timing. Quand on est prêt, quand les gens sont prêts et qu'ils sont accompagnés, ils vont laisser partir. Et quelle que soit la manière, que ce soit un hôtel dans la maison, ou aller au cimetière un jour et se dire je dépose ma gerbe de fleurs, et j'ai conscience qu'aujourd'hui, vraiment, tu es vraiment sous la terre, quoi. Donc, j'ai pas d'autre choix que de te laisser partir. En tout cas, le corps physique est sous la terre. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Le reste ne l'est pas nécessairement. C'est ce que j'allais dire. Après, ça dépend évidemment du degré de chacun dans ses croyances, dans ses ressentis, dans ses perceptions et autres. D'ailleurs, en termes de perception, on n'a pas parlé chez vous. Allons-y. Y en a-t-il ? Oui. J'ai des perceptions, j'appelle ça intuitives, mais que j'ai développées encore une fois en adaptation. Donc, quand je parle de faculté d'écoute, il y a aussi une faculté d'entendre parfois ce qui n'est pas dit. Bien sûr. Et dans la manière d'être, de voir en fait, même si quelque chose est dit. Exemple, je vais demander à quelqu'un comment tu te sens aujourd'hui. S'il me dit oui, je vais dire la bouche dit oui, mais le cœur il dit quoi. Voilà. Et là, on va aller toucher le côté qui peut se livrer en fait. Mais vous savez,
cette différence qu'il peut y avoir entre le langage verbal et le langage du corps, il est tellement difficile à décrire. Parce que quand vous posez la question à quelqu'un qui vous dit « comment ça va ?» qui vous répond « ça va », mais dans ton cœur précisément « comment te sens-tu ?» c'est difficile à décrire ça. C'est pour ça que je n'ai pas demandé « comment ça va ?» J'ai demandé « comment te sens-tu aujourd'hui ?» Comment te sens-tu aujourd'hui ? Voilà, c'est pas pareil. Parce qu'aujourd'hui, on a des gens qui vont arriver et qui vont vous dire « comment ça va, Marc ?» Et vous allez commencer à dire « aujourd'hui, ça va pas ». Et puis les gens, ils vont partir parce qu'ils ne sont pas outillés et ils n'ont pas envie de venir écouter vos malheurs. Parce qu'ils sont déjà pas capables d'exprimer et de libérer les leurs. Et je parle souvent de... Vous savez, quand quelqu'un traverse un deuil, je fais l'anamnèse, donc le questionnaire sur qu'est-ce qui l'amène ici. Et souvent, je leur demande qu'est-ce qu'ils ont traversé comme deuil avant celui-là. Et souvent, on observe que les deuils qu'ils ont traversés avant, qu'ils n'ont pas réussi à libérer, il y a toujours un petit truc qu'ils ont ramené avec celui-là. Celui qu'ils vivent là, c'est celui qui va faire exploser la soupape. Parce qu'il y a tout le surplus qui arrive derrière. Donc le comment tu te sens aujourd'hui, ça permet souvent, mais moi je l'observe, mais à mon niveau, lorsqu'on est vraiment assis face à quelqu'un et qu'on le regarde vraiment et qu'on lui demande vraiment comment tu te sens aujourd'hui, dis-moi vraiment, la personne, ou elle le dit ou elle le dit pas, et si elle est silencieuse, se connecter au silence, et si elle se met à pleurer, rester avec elle, la laisser pleurer, à un moment donné, elle va vous ouvrir son cœur et elle va dire quelque chose. Pour rester dans cette dimension d'intuition plus, on va dire ça comme ça, évidemment, et sur ABC et dans l'index, je me dois de vous poser cette question par rapport à votre petite sœur. Vous sentez-vous guidé ? Oui, absolument, oui. Alors j'ai 2 guides, c'est ma petite sœur pour le coup, et ma grand-mère, voilà. Et je pense pas. Si je reviens à la Réunion aujourd'hui pour mettre en place cet accompagnement, c'est un peu un juste retour des choses en fait. C'est un peu un cadeau que je veux faire au mien, après les cadeaux que ma petite sœur me donne en me guidant, que ma grand-mère me donne en me guidant aussi. Voilà. Donc cette méthode aujourd'hui, vous l'avez évidemment mise en place, elle existe, oui. Les accompagnements se font, oui. Véritablement. Dans des phases de deuil comme ça, si vous deviez donner un podium, pardon pour le titre, mais les 3 choses les plus difficiles dans votre accompagnement. Les 3 niveaux de deuil à accompagner ? Ouais. La perte d'un enfant, la perte d'un parent, et après le 3e... Alors, je vais retirer ce que j'ai dit. La perte d'un enfant, je garde. La perte d'un parent, je garde. Et le 3e, je dirais, ça dépend. Parce qu'on a des gens qui vont perdre un animal et qui vont être complètement débordés par ça. Tout comme à l'inverse, il y a des gens qui vont perdre un parent et qui vont être moins touchés que s'ils étaient impactés par la perte d'une entreprise ou autre. Ça dépend en fait, voilà. Donc la perte d'un enfant, c'est la perte la plus difficile parce qu'aucun parent n'est fait pour survivre à son enfant, dans la logique. Après, la perte d'un parent, je dis souvent aux gens que j'accompagne, vous savez, si nos parents, ils nous ont amenés dans la vie, et avec les moyens qui ont été les leurs, ils ont réussi à nous amener jusqu'à un âge où on pouvait se débrouiller. Merci la vie. Parce que s'ils nous avaient perdus avant, c'était ce que je disais là, ils auraient été défaits, quoi. Dans les phases de deuil, il y a aussi, on entend parfois dans certains accompagnements, des thérapeutes ou des médiums et autres qui vous disent « Et vous savez, vous avez perdu votre enfant, certes, mais il a choisi cette incarnation et il a choisi ce départ. » Est-ce que dans un accompagnement au deuil, on peut dire ce genre de phrase ? Moi, je n'aurais pas d'injonction à dire on peut ou on ne peut pas. Personnellement, je ne peux pas dire ça parce que je trouve que c'est trop violent à entendre. Moi, ma mère, quand elle a perdu sa petite fille, si j'avais été celle qui l'accompagnait en disant écoute, tu sais, maman, Dieu a choisi pour elle, c'est lui qui c'est compliqué, quoi. Quelqu'un qui vient de perdre son père, là, il est au chevet d'eux. Et puis on lui dit, écoute, il y a plus grand que nous, on ne maîtrise pas tout, c'est Dieu qui... Ok, mais Dieu, ok, mais en attendant, Dieu, il vient de m'enlever mon enfant, il vient de m'enlever Dieu, Shiva, Bouddha, la Krishna. Oui, il n'y a pas de... Voilà. Oui, bien sûr, il vient de m'enlever mon enfant, il vient de m'enlever mon père, dire que c'est la vie qui décide, peut-être pas, je ne sais pas.
Mais en attendant, c'est violent à entendre lorsqu'on subit la perte. Donc vous ne diriez pas ça? Non. Personnellement, moi, je ne dis pas ça. Ouais, parce qu'on l'entend ça souvent. Oui. Vous vous êtes déjà demandé comment les cycles lunaires pouvaient concrètement transformer votre vie? Découvrez une méthode révolutionnaire qui va au-delà de l'astrologie traditionnelle. Dans cette masterclass gratuite, Johan Roche vous dévoile son approche centrée sur l'influence de la Lune, permettant d'appliquer l'astrologie de façon vibratoire et émotionnelle dans votre quotidien. Plus qu'une simple masterclass, c'est une approche pédagogique innovante qui rend l'astrologie enfin accessible à tous. Ne manquez pas cette opportunité unique de maîtriser un outil puissant pour forger votre destin. Cliquez maintenant en haut à droite de l'écran ou sur le lien en description pour réserver votre place. Là encore, avec le recul que vous avez, l'expérience que vous avez, est-ce que, même si le temps, et chacun, encore une fois, y mettra la notion qu'il veut dans cette échelle de temps, mais combien de temps, en règle générale, mettons pour pour sortir de cette phase de deuil? Si je vous parle de ma mère et que je vous dis qu'à 84 ans, après avoir perdu sa petite fille, elle avait 32 ans, je pense. 32 ans, 84 ans. Elle a passé toute sa vie à souffrir de la perte de sa petite fille. Les personnes que j'accompagne, elles arrivent souvent, après, Marc, 3 à 4 ans de deuil. 4 ans à être asphyxiées, à être bousculées, à être perturbées, à vivre, comme ils disent, entre deux mondes. Un monde qui est fait de culpabilité ou d'irréalité, et à essayer dans le présent là, de s'adapter et de continuer. Et qu'est-ce que dans votre accompagnement, il est plus simple de faire? Accompagner quelqu'un après tant d'années de souffrance, ou peu de temps après la disparition de quelqu'un, tout de suite être à vos côtés? Alors je pense qu'il y a les deux pans. Ceux qui aujourd'hui n'ont pas eu la chance quelque part de savoir qu'il y avait des accompagnements qui existaient, s'ils l'avaient trouvé en amont, ils auraient pu s'alléger un peu plus. C'est pas une vérité, hein, mais j'observe que les personnes que j'accompagne qui arrivent après 3 mois de deuil, c'est déjà très très peu à l'échelle de leur perte, mais c'est déjà beaucoup à l'échelle de la souffrance. Bien sûr. 3 mois à rester dans son lit, à pleurer, à ne plus pouvoir manger, à ne plus pouvoir respirer, à se demander si on ne voudrait pas être avec l'autre, à mourir avec. C'est beaucoup. Donc aujourd'hui, je trouve que il y a des choses qui sont faites, il y a des choses qui sont proposées. Et si les gens ils sont au courant qu'il y a déjà des groupes de parole qui existent, c'est pas engageant, ça leur permet de venir et d'être avec d'autres personnes qui traversent la même chose qu'elles. Et d'observer que ce qu'elles vivent, elles sont on ne peut plus normales, quoi. Quand on a perdu quelqu'un, on a besoin de pleurer. On a besoin d'exprimer, parfois on a besoin d'exprimer sa colère et son sentiment d'injustice. Mais notre société n'admet pas ça. Il faut montrer aujourd'hui qu'on réussit tout, en fait. Mais pour vous, quel est le plus simple? Accompagner quelqu'un très tôt ou attendre quelque temps? Ni l'un ni l'autre. Pour moi, c'est pareil. Okay, il n'y a pas de difficulté d'accompagnement? Non, parce que l'échelle de la douleur est la même. Bien sûr. Voilà. Donc, c'est pas plus difficile d'accompagner quelqu'un qui vient de perdre un enfant, un parent, un animal, ou qui vient de faire faillite avec une entreprise pour laquelle il avait mis beaucoup d'énergie. Non, c'est pareil. Lorsque on entend aussi souvent des personnes dire « mais c'est ok, j'ai fait mon deuil » ou « j'en ai fait mon deuil ». Ouais. Ça aussi, c'est quelque chose que vous avez du mal à entendre? Non, ça, je peux l'entendre. C'est ok, ça? Parce que, alors, pour moi, c'est pas... comme je disais, faire son deuil, pour moi, ça n'existe pas. On le traverse, on évolue. Donc, c'est juste le « j'ai fait mon deuil » qui ne me convient pas, mais moi. Par contre, on a, comme je dis, des gens... Il y a deux profils. Il y a ceux qui viennent de vivre un deuil et qui vont être complètement démunis pendant très longtemps. Et ceux qui font des deuils pratiques, ils ont quelqu'un qui part, ils vont plier les papiers, ils vont organiser et ils vont repartir vers la vie. On est tous différents. On a tous un vécu différent, on est tous éduqués différemment et on est tous éduqués différemment par rapport à l'échec ou à la victoire, je vais dire ça comme ça, quoi. Mais ça veut dire qu'en fait, vous êtes obligé d'adapter. Toujours. Évidemment. Voilà. Plus que jamais. C'est le cursus du départ, l'adaptation. Eh oui, l'adaptation. Voilà. Bien sûr. Oui. En fonction de. C'est-à-dire qu'on a le sentiment, quand même, dans ces phases de deuil, qu'il y a énormément de paramètres à prendre en compte. Oui. C'est pour ça que je dis le deuil, il impacte toutes les dimensions de notre être profond. Ça va impacter le côté émotionnel, le côté psychologique. Alors, je précise que mon accompagnement, il est non médical. Bien et sûr. non thérapeutique. Et on c'est ne important se soustrait parce que pas à un avis médical. Exactement, parce qu'on ne l'a pas dit encore, donc c'est sûr. important.
On a la dimension physique, on a la dimension spirituelle aussi. Les gens, quand ils ont perdu quelqu'un, à un moment donné, ce qui leur permet de cheminer un peu plus, c'est de donner un sens à cette perte. Mais de donner un sens pas à la perte elle-même. C'est qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre là, ici et maintenant, et qu'est-ce qu'ils vont faire de cette perte, de ce vide, de cette absence. Ça, c'est abyssal. Ah bah, oui. C'est compliqué. Mais en attendant, le cheminement, c'est celui-là. C'est de se dire que quand on a... Moi, pour ma part, quand j'ai perdu ma petite sœur et que j'étais trop petite pour m'en rendre compte. À 7 ans, on ne s'en rend pas compte. Beaucoup plus tard, quand j'ai eu mon enfant, parce que mine de rien, c'est là que ça m'a retoqué, j'ai eu mon propre fils. La peur, c'était de me dire, mais aujourd'hui, j'ai un petit être à protéger, quoi. Donc, si j'étais un peu garçon manqué, je faisais du saut en parachute, du canyoning, etc. Là, avant d'aller faire ce genre de choses, vous posez la question. Évidemment. Voilà. Et cette quête de sens, c'est à ça que je voulais en venir. Je pense qu'elle est un peu dans toutes les strates de notre vie, en fait. Le pourquoi qu'on va se poser à un moment donné. D'où je viens, qu'est-ce que je fais là, qui je suis, le qui je suis, là, je suis Nathalie Firmini, voici mon index ABC Talk, ok. Et où est-ce que je vais, qu'est-ce que je veux laisser, qu'est-ce que je veux transmettre. Donc les gens qui perdent un être cher ou perdent autre chose, il arrive un moment dans leur vie où ce pourquoi vient les retoquer et le qu'est-ce que j'en fais vient les bousculer. Et ce que je trouve questionnant, c'est de voir dans les groupes de soutien que je propose le fait que les gens qui viennent souvent de situations douloureuses, confrontantes, vous savez quoi ? Quand les autres personnes arrivent avec la même situation, elles vont leur donner les ressources qu'elles ont, elles, développées pour les aider à essayer de cheminer plus rapidement, pour que la douleur elle soit moins longue. Ça devient des pères aidants et c'est vraiment chouette. Ouais. Aujourd'hui, quand vous avez effectivement des personnes qui font appel à vos services, c'est elles qui décident de dire à un moment donné « stop, c'est bon ». Oui. Et est-ce qu'elles le font toujours en conscience ? Alors, moi, ce que j'observe, c'est quand elles n'en peuvent plus, quand elles sont au bout du rouleau. Et surtout, comme vous le disiez tout à l'heure, vous avez dit, quand on vit un deuil, les gens s'en vont. Je dis souvent dans les groupes de parole, il y a quelque chose d'étrange dans le deuil, c'est que les personnes qui sont les plus proches de nos cercles, la famille, les amis, ce sont les personnes qui vont s'éloigner. Oui, bien sûr. Et les personnes qui sont les plus éloignées... c'est un peu par ignorance, c'est-à-dire le fait de ne pas vraiment savoir comment réagir, quoi dire, comment faire. On peut comprendre ça. Il n'y a pas de jugement à avoir par rapport à ça. Si on mettait en fait derrière l'amour, ils s'en vont par amour, parce qu'ils voudraient nous voir comme on était avant. Et comme nous, on a vécu quelque chose qui fait que notre monde ne sera plus comme avant, ils ne peuvent plus nous voir comme on était avant. Donc, comme c'est compliqué pour eux de venir nous bousculer pour qu'on soit comme avant et que ce ne sera plus jamais pareil, à un moment donné, ils vont s'en aller parce que assumer quelque part nos pleurs, notre peine, notre douleur, c'est leur faire violence parce qu'eux-mêmes n'y arrivent pas. Voilà. Et c'est pour ça que je dis, si on arrivait aujourd'hui à prendre conscience que les personnes ne s'éloignent pas, comme vous le disiez, par désamour ou par... voilà. Ils s'en vont parce que à un moment donné, ils ne savent plus comment, comme on dit à La Réunion, barrer la situation. Ils ne savent plus encaisser. Et si on laisse le temps faire, de toute façon, on n'a pas le choix. Le temps va faire son œuvre. Plus tard, on peut revenir en disant, comme vous le disiez tout à l'heure, écoute, je suis désolée, j'aurais voulu pouvoir t'aider, pouvoir t'aimer, pouvoir te soutenir, mais j'en avais pas les moyens, j'en avais pas l'énergie. Voilà. Bien sûr. Alors, effectivement, il y a autour de cette notion du deuil des tas de questionnements. On pourrait évidemment faire une émission pendant toute la vie. Pendant toute la vie, exactement. Vous en avez fait un livre ? Oui. Qui s'appelle « Traverser la perte, un chemin vers l'apaisement ». Je pense qu'il y a deux mots absolument essentiels dans ce livre, « traverser » et « l'apaisement ». Absolument. On traverse et on essaie effectivement de... Est-ce qu'on peut être véritablement apaisé à 100% ? Pas à 100%, parce qu'on gardera une petite trace de ce qu'on a perdu. Le deuil, c'est justement le fait de ne pas accepter ce qu'on a perdu. Mais à un moment donné, comme je disais, on va l'accepter. Alors, le truc compliqué dans le deuil, c'est que quand on a perdu quelqu'un ou quelque chose qu'on aime, on va parler d'un être cher,
on a gardé des souvenirs avec cette personne. On a un capital souvenir. On a plein de choses qu'on a vécues ensemble, les restaurants qu'on allait faire ensemble, la plage, les couchers de soleil, etc. Quand la personne s'en va et qu'elle n'est plus là, à un moment donné, on va avoir encore quelques souvenirs. On va avoir notre téléphone avec encore quelques images. On va avoir dans la maison encore quelques parfums, la brosse à dents, etc. Mais au fil du temps, ces souvenirs, ils vont se figer. Et plus ça va se figer, plus on va se rendre compte que c'est irréversible. Et c'est là que la frontière devient un peu plus compliquée à accepter. Et c'est là où il faut être accompagné. Absolument, Exactement. oui. Et alors, cet accompagnement, il y a bien sûr l'accompagnement de Nathalie, il y a le livre, il y a plein de QR codes à l'intérieur. Oui, c'est des musiques. Qui ramènent ensuite sur une playlist. C'est ça. Voilà, qui permettent effectivement d'accompagner et d'être un petit peu apaisé. Tanadoula, oui. Un mot, parce que c'est un mot qu'on entend assez peu. De plus en plus. Alors, Thanatos, c'est le dieu de la mort, c'est la racine grecque. Et doula, c'est aussi une racine grecque qui s'appelle, ce sont les femmes qui servent, qui accompagnent. Tanadoula, les doulas, ce sont les femmes, on les connaît communément comme les femmes qui aident les parents à mettre au monde un enfant. Si on accompagne le premier souffle, on accompagne le dernier. Voilà. D'où, effectivement, Tanadoula. Et vous dites ça d'ailleurs quand on vous demande qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Alors, oui, je le dis, mais aujourd'hui, je dis facilitatrice du deuil et Tanadoula derrière en expliquant ce que c'est. Parce que sinon, il n'y a pas la compréhension. C'est ça. Et les gens, quand ils entendent Tanadoula, c'est rigolo, ils ont l'impression que ça vient de Haïti et que c'est un truc là qui vaudou, qui va percer les poupées. Non. Voilà. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous, Nathalie ? Alors, je dirais, si je pars de mon parcours, avec toute la peine que j'ai eue à me libérer de ce chemin de douleur, de souffrance et de deuil, je pense que si chacun à notre niveau, on travaillait sur nos propres blessures et nos propres deuils et nos propres souffrances, on pourrait s'alléger nous-mêmes déjà et ensuite alléger nos générations futures de ce poids-là. Donc, je pense que notre monde, notre vie, nos pourquoi, c'est déjà de travailler sur nous, sur nos propres pertes, parce qu'on va en vivre de notre naissance à notre mort, et de permettre à nos générations futures d'être libérées en fait du poids de nos propres blessures. Et ensuite, ils feront leur chemin. Ils engrammeront les leurs, ils en trouveront d'autres, et voilà. Pour moi, c'est essentiel. Vous savez sur quoi je viens de tomber là, la phrase ? Non, je sais pas. J'étais en train de feuilleter comme ça au hasard. On va se faire une synchronicité, allons-y. Vis pour toi, Marc. Écris tes poèmes et fais vivre notre île. Sérieux ? Page 111. Ok. 111. Alors, un petit clin d'œil pour vous. Vis pour toi, Marc. Je ne sais pas si effectivement c'est un clin d'œil pour moi, mais je le prends. Prenez-le pour vous. Voilà. Non, c'est vrai que on est souvent, qu'on soit confronté à un deuil ou que un deuil vient nous percuter par voie de résonance dans notre famille ou avec des amis, on est 100% du temps désemparé. On est désemparé, bien sûr. On est complètement désemparé. Ouais. Mais ce que je dis pour le coup, on vient d'une lignée de gens morts. Nos grands-parents ont vécu des drames avant nous, ils ont perdu plein de gens, nos parents ont perdu des gens. Mais si on continue dans cette mouvance, et d'autant plus dans ce monde qui cherche la productivité, la compétition, la réussite à tout prix, la beauté, la jeunesse éternelle, qui a plus peur de vieillir que de mourir, si on n'aide pas en fait par le lien, par le soutien, les gens qui à côté de nous sont en train de vivre une période de fragilité et de vulnérabilité, franchement, ça va être compliqué, quoi. Moi, j'aime beaucoup, il y a un journaliste qui a posé une question un jour au Dalai Lama en lui disant « Qu'est-ce qui vous étonne le plus dans l'humanité ?» Et il a répondu « L'homme, l'humain. » Il dit « Oui, pourquoi ?» Parce que l'être humain, il dépense, il use sa santé à gagner de l'argent. Ensuite, il dépense son argent à retrouver la santé. Ce faisant, il est toujours dans la nostalgie du passé et dans la peur du futur. Il n'est jamais ancré dans le présent. Il vit comme s'il n'allait jamais mourir et il finit par mourir comme s'il n'avait jamais vécu. Je pense que quand on a compris ça, tout est dit, quoi. Bravo. Merci beaucoup, Nathalie. Avec Je plaisir. trouve que tout ça est passionnant. On vous met le lien également. On est en auto-édition ? Oui. Bon, on vous met le lien pour que vous puissiez vous procurer cet ouvrage. On vous met également tous les contacts pour
que vous puissiez avoir une relation avec Nathalie et avec ses équipes, et puis voir aussi de quelle manière elle peut bien entendu vous accompagner, parce qu'on a bien compris d'abord votre sensibilité, ensuite votre expertise, et puis aussi votre timbre de voix apaisant. Ça joue beaucoup, ça, vous savez. Oui. Quand vous associez les mots avec un timbre de voix et une vibration sonore, qui plus est apaisée, voilà. Et vous savez de quoi vous parlez en plus. Donc, merci. C'est chouette. Merci. Merci infiniment, Nathalie. Merci pour l'invitation. Merci. Vous commentez avec bienveillance et je sais que cette émission va l'être. On se retrouve très vite. Quant à nous, pour un prochain Portrait Index. Merci à tous.